Notre santé dépend également, à côté de l'alimentation, des ressources en eau. C'est ce que nous allons voir avec M. Éric Servat. Hydrologue de formation, Éric Servat s'intéresse essentiellement aux relations entre changements globaux et ressources en eau. Travaux d'abord conduits sur le continent africain, puis développés sur tout le pourtour méditerranéen. Parallèlement à cela, il s'implique aujourd'hui dans des travaux liés aux crues éclairs et aux risques hydrologiques associés. Il est actuellement le directeur du Centre international UNESCO sur l'eau, récemment créé à Montpellier, directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers de Montpellier, directeur de l'IM2E, Institut montpelliérain de l'eau et de l'environnement, vice-président de l'Association internationale des sciences hydrologiques et président de son comité français. Je vais maintenant lui laisser la parole pour cette communication intitulée « Ressources en eau, enjeu mondial, enjeu du siècle ». Monsieur Servat, vous avez la parole. Merci, bonjour. Voilà, je suis Éric Servat. On va effectivement aborder un domaine qui est peut-être un petit peu différent de tout ce qui a pu être dit durant cet ensemble de conférences. Le domaine de l'eau, en fait, aujourd'hui à Montpellier, est un domaine qui, par rapport à la santé, qui est un des domaines anciens et particulièrement structurants de tout ce qu'on fait dans le monde académique montpelliérain, le domaine de l'eau est un domaine émergent, d'une certaine manière. La communauté des sciences de l'eau montpelliéraine est sans doute plus récente, et elle s'est organisée depuis moins longtemps, et donc petit à petit, elle émerge, elle se structure, et elle produit un certain nombre de travaux. Alors il y a dans nos travaux, effectivement, des aspects qui sont liés et qui sont en interaction avec les problématiques de santé, mais pas seulement. Le monde de l'eau est un monde qui est complètement transversal. Nous ne sommes pas une discipline scientifique. Ce n'est pas toujours simple, d'ailleurs, de ne pas être une discipline scientifique en tant que telle, mais donc nous sommes partie prenante, en revanche, d'un grand nombre de domaines scientifiques. Et c'est vrai qu'il y a des interactions avec beaucoup d'entre eux. Jean-Louis, dans sa conclusion, évoquait notamment les 3 grands domaines de l'ICIPMUS, nourrir, soigner, protéger. Bien, que ce soit pour nourrir, que ce soit pour soigner, que ce soit pour protéger l'environnement, dans chacun de ces domaines, vous allez trouver une forte composante liée à l'eau. Et donc, on peut s'interroger effectivement aujourd'hui sur le fait que la problématique des ressources en eau soit effectivement un enjeu mondial et pourquoi pas l'enjeu du siècle. C'est en tout cas ce que je vais essayer de... je ne vais pas essayer de vous convaincre, mais je vais essayer en tout cas de souligner un certain nombre des aspects qui sont liés à ces enjeux et aux défis auxquels nous avons à faire face dans les années et dans les décennies qui arrivent. Alors évidemment, les enjeux des ressources en eau, ça n'est pas une problématique récente. On voit ici des ruines de barrages romains qui datent du 1er siècle. Donc depuis toujours, finalement, l'humanité a été confrontée à des besoins en eau et à des besoins qui étaient parfois des besoins de stockage ou parfois des besoins d'évacuation. Mais en tout état de cause, cette problématique de la ressource, c'est une problématique, et on en reparlera tout à l'heure, qui a aussi structuré nos sociétés depuis le début. Et contrairement à ce que parfois on voudrait entendre ou faire croire, la problématique du stockage est une vraie problématique et c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté purement et simplement, considérant que ça prend de la place, ceci, cela, etc. C'est aussi un élément qui est important dans la manière dont on doit considérer la ressource. Donc la gestion des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques qui sont directement liés, parce que l'eau c'est évidemment ce que nous utilisons, ce que nous consommons, mais c'est aussi un milieu dans lequel vivent, se développent la faune, la flore aquatique. Et donc c'est sans doute, en tout cas, un des défis majeurs de l'humanité pour le XXIe siècle. Je vais citer deux personnes, je ne ferai pas beaucoup de citations, il va vous mettre beaucoup de choses à lire, mais je pense que c'est intéressant et important. Monsieur ce sont 2 directeurs et directrices de l'UNESCO. Monsieur Matsuura était directeur général de l'UNESCO au début des années 2000, et donc il disait, en dépit de l'importance de l'eau
au regard de tous les aspects de la vie humaine, le secteur est affecté par un manque chronique de soutien politique, par une gouvernance inadaptée et par un important sous-investissement. Il y avait également souligné l'urgence d'un plan d'action si l'on souhaite éviter une crise mondiale de l'eau. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le constat émanant d'un directeur général de l'UNESCO était assez sévère et assez critique quant à la façon dont ce sujet pouvait être et est encore traité dans le cadre de nos sociétés. Et puis, Madame Azoulay, qui est donc l'actuelle directrice générale de l'UNESCO, lors de son discours à Stockholm, chaque année à Stockholm, il y a la Semaine mondiale de l'eau qui est organisée et qui est très focalisée notamment sur les problématiques de gouvernance. Et donc elle expliquait que l'eau est un défi les plus critiques, les plus essentiels et les plus difficiles à relever dans la lutte contre le changement climatique, parce qu'on a déjà des situations qui sont extrêmement différenciées selon les endroits de la planète, des situations qui sont parfois extrêmement tendues, et on va vers une exacerbation de ces tensions et de ces situations dans le cadre du changement climatique. Alors, si on veut jeter juste un petit coup d'œil sur les ressources en eau dans le monde précisément, il faut peut-être, juste pour visualiser les choses, regarder cette carte, cette diapo. Donc on a ici, en proportion, par rapport à la planète, les différents éléments de l'eau sous toutes ses formes, salée et douce. Donc vous avez la plus grosse sphère bleue, eh bien c'est effectivement l'eau telle qu'elle existe à la surface de la Terre. Et puis vous avez une deuxième petite sphère, elle c'est l'eau douce, liquide. Et puis vous avez une troisième petite sphère, mais vous la voyez sans doute à peine, alors ne vous inquiétez pas, c'est normal, ce n'est pas un problème lié à vos lunettes ou au fait que vous ayez brutalement une mauvaise vue. La troisième, vous la voyez sans doute presque pas, on la rappelle ici en bas, et ça, c'est l'eau douce des lacs et des rivières. C'est celle qui nous est finalement la plus facilement accessible. Et comme vous le voyez, elle est extrêmement réduite par rapport à la planète. Alors, si on regarde un petit peu à quoi ça correspond, eh bien, il faut savoir que les fleuves, les rivières, les lacs, donc cette eau qui est immédiatement accessible, ça, c'est moins d'1% de la surface de la Terre. Moins d'1%, alors que l'eau recouvre 72% de la surface du globe. Donc ce à quoi nous avons accès facilement, et ce dont nous avons un besoin impératif, je vous rappelle qu'au-delà de 3 jours sans boire, c'est quasiment la mort assurée. Donc, eh bien, ça ne recouvre qu'1% de la surface de la Terre. Sur toute cette eau disponible à la surface de la Terre, seulement 2,8% c'est de l'eau douce. Et c'est donc la seule qui nous soit directement utilisable. Et elle se répartit en 2,1% de neige et de glace, donc finalement pas directement accessible en tout cas, et en 0,7% d'eau souterraine et d'eau de surface. Comme on peut le voir ici, on a en plus un autre problème qui est celui de la répartition extrêmement inégale des ressources en eau à la surface de la planète. On a évidemment des régions désertiques, on le sait, et puis on a des régions dans lesquelles on a d'énormes bassins hydrographiques, l'Amazone, le fleuve Congo en Afrique par exemple, et puis des régions dans lesquelles les précipitations sont incroyablement abondantes, surabondantes, et donc on a différents types de problèmes qui sont liés par endroits à une raréfaction extrême de l'eau, et dans d'autres endroits à sa surabondance. On le voit ici, alors avec plus le bleu est foncé et plus on est sur des zones qui sont des zones avec des précipitations et des ruissellements abondants, donc ça suit évidemment, et c'est rassurant, la logique cartographique des grands bassins hydrographiques qu'on connaît sur la surface de la planète. Mais je crois que ce qui frappe aussi, ce sont toutes ces régions en blanc, et c'est donc toutes ces régions qui sont soit désertiques,
soient soumises à des stress hydriques absolument énormes. Et quand on regarde par exemple l'Australie, on voit que l'Australie est un gigantesque désert avec simplement des franges côtières qui sont plus favorables finalement à la vie et à l'activité humaine. Alors, on s'intéresse beaucoup aux ressources en eau souterraine parce que finalement, les ressources en eau souterraine, elles ont, je crois que c'est M. Feuillet, je crois tout à l'heure, qui rappelait que les prairies sont des filtres et que ces zones-là, finalement, elles filtrent et l'eau qui s'infiltre, eh bien, petit à petit, elle acquiert une meilleure qualité qu'une eau qui va s'écouler en surface et ruisseler. Donc elles ont beaucoup d'intérêt, ces eaux souterraines, elles constituent des réservoirs. En général, donc, elles ont été filtrées, leur qualité est peut-être assez bonne. Mais là aussi, il n'y a pas de répartition homogène sur le globe. Et puis on a simplement 2% des précipitations qui s'infiltrent et viennent recharger les nappes souterraines. Ça veut dire que ces réservoirs-là, qui sont des réservoirs qui sont extrêmement intéressants, a priori par la qualité de l'eau qu'ils contiennent, sont des réservoirs qu'il va falloir gérer d'une manière intelligente parce que la question de leur utilisation, c'est d'abord la question de leur recharge. On a approximativement 20% de l'eau prélevée dans le monde qui provient de ces ressources souterraines renouvelables et exploitables. Et c'est un volume qui augmente particulièrement une proportion plutôt qui augmente particulièrement dans les zones arides, puisque évidemment dans les zones arides, généralement on a très peu de cours d'eau, ou alors ce sont des oueds avec donc des écoulements extrêmement intermittents, souvent très violents, difficiles à capter. Et donc on va avoir tendance à se tourner vers des eaux souterraines. La problématique à ce moment-là, c'est de faire en sorte que ces eaux souterraines soient rechargées et renouvelées comme il le faut. Sur cette carte-là, on voit finalement cette diversité qui existe en matière de prélèvement sur la recharge annuelle. Et donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays, en partie sur le bassin méditerranéen, et au Moyen-Orient et dans le Golfe arabique, on voit que dans certains cas, on est à un niveau de prélèvement qui est supérieur à la recharge. Ce qui veut dire que si rien ne se passe, s'il n'y a pas de modification dans les comportements autour de l'utilisation de cette ressource, eh bien progressivement, elle va se tarir, il faudra trouver autre chose. Et puis on voit que y a d'autres endroits où effectivement on a des niveaux qui sont des niveaux à peu près compatibles avec une gestion de cette ressource, une gestion qu'on va qualifier d'intelligente et d'adaptée. Alors, ce qu'on peut voir, et ça peut paraître surprenant, c'est que par rapport à ce que j'ai dit précédemment, dans certains cas, notamment, si on regarde ici sur les pays africains, le Mali, le Niger, le Tchad, finalement, on voit que les prélèvements sur la recharge annuelle sont très faibles. Alors d'abord, il y a des problèmes de densité il y a des aspects de densité de population, et puis pour autant, il n'y a pas forcément une énorme quantité d'eau qui n'est pas souterraine à utiliser. Simplement, dans beaucoup d'endroits, on manque d'infrastructures adaptées pour aller chercher ces eaux souterraines de façon pertinente et suffisante pour pouvoir les utiliser comme il le faut. Quelques éléments encore sur cette problématique de ressources en eau dans le monde, des éléments qu'il faut avoir présents à l'esprit quand on s'intéresse à ces questions-là. C'est qu'évidemment, il y a des pressions qui sont des pressions démographiques et des pressions socio-économiques, des pressions liées à nos modèles de développement, au modèle de fonctionnement de nos sociétés. Il faut savoir que la population mondiale augmente d'environ 80 millions de personnes par an, et ces 80 millions de personnes par an, il faut leur fournir évidemment de l'eau, et donc il faut aller prélever des ressources en eau supplémentaires. Ça se chiffre à peu près à 64 km3 d'eau par an supplémentaire qu'il faut mettre à disposition de cette augmentation des populations mondiales. La consommation totale mondiale d'eau douce, c'est à peu près 4000 km3 par an, d'après l'UNESCO, et ça représente environ 10% des ressources renouvelables. Donc finalement, et en dépit des petites sphères qu'il y avait tout à l'heure, on peut se dire qu'on est très large en ce qui concerne
la disponibilité de l'eau douce au regard de nos besoins dans nos sociétés humaines. Le problème auquel on a à faire face, c'est qu'une grande partie de cette eau douce est peu accessible. Et donc finalement, le volume avec lequel on va travailler, lui, est un volume qui est extrêmement réduit. Alors qui sont les consommateurs? Les consommateurs, il y a 3 grands domaines. Et les consommateurs, c'est d'abord l'agriculture au sens large. Ça, c'est pas étonnant, ça paraît assez logique. Donc l'agriculture, c'est à peu près 70% des prélèvements mondiaux sur la ressource en eau. Il y a 20% de notre consommation globale de l'eau qui relève de l'industrie, énergie, économie, donc nos activités en tant que telles. Et puis il y a à peu près 10% pour répondre aux usages domestiques. 10%. C'est pas énorme. Et donc, il est certes, on va en permanence vous conseiller de réduire votre propre consommation en eau. Donc c'est bien, mais ne culpabilisez pas trop quand même, parce que finalement, vous n'êtes les uns et les autres ici, nous ne sommes que des acteurs modestes par rapport à d'autres en ce qui concerne la manière dont on exploite les ressources en eau. Ceci dit, ce n'est pas une raison pour laisser couler votre robinet de manière intempestive. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en une cinquantaine d'années, avec l'augmentation démographique, et quand on parle d'augmentation démographique, on ne parle pas seulement du fait que nous allons consommer de l'eau, mais derrière, ça génère toute une activité économique, industrielle, agricole. Et donc tout ça, ça a contribué à multiplier par 3 les prélèvements sur la ressource en une cinquantaine d'années. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit aussi, c'est qu'on a, en 2020, on était à peu près 7 milliards 700 millions d'êtres humains sur la planète. En 30 ans, d'ici 30 ans, on aura à peu de choses près 10 milliards de gens sur la planète, 10 milliards de gens qui vont tous être des consommateurs, qui vont générer une activité qui va consommer de l'eau, qu'il va falloir nourrir, et donc l'agriculture va devoir être suffisamment performante pour les nourrir. Et puis on a un autre aspect qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'il y a une vraie lame de fond dans nos sociétés, qui est la transformation de nos sociétés en une société urbaine. Et ça, c'est vrai partout. Dans les pays développés, dans les pays en voie de développement, c'est la même chose, sous des formes différentes, mais nos sociétés sont des sociétés qui s'urbanisent et qui s'urbanisent à grande vitesse. Et dans une ville, on ne consomme pas l'eau de la même manière que dans des zones rurales, on n'en a pas la même utilité, on ne l'évacue pas de la même manière, on doit la traiter autrement, donc il y a d'autres problèmes qui vont se poser en ce qui concerne la ressource en eau, la manière dont nos activités l'impactent, compte tenu de ces transformations profondes de nos modes de vie. Si on regarde ici les choses, on voit donc qu'il y a cette tension qui est très forte sur la ressource. Entre 1900 et 2000, la consommation a été multipliée par 6 et donc à un rythme 2 fois plus rapide que la croissance de la population. On a 55% de demandes d'eau douce en plus à satisfaire d'ici 2050 pour tous nos besoins. Agriculture, industrie, eau potable. Et donc on a, mais ça je l'ai dit tout à l'heure, cette répartition en 70-20-10 entre ces différents secteurs d'activité. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a aujourd'hui déjà d'énormes difficultés en ce qui concerne l'adéquation population, ressources en eau. Aujourd'hui, c'est 3 milliards 600 millions de personnes qui vivent dans des zones où l'eau est une ressource rare au moins un mois par an. Et quand on dit ressources rares, ça veut dire que ce sont des populations qui vivent avec des contraintes et des restrictions qui sont extrêmement fortes. On n'imagine pas certaines choses, par exemple, on reparlera tout à l'heure des grandes métropoles, mais par exemple, les grandes villes, vous connaissez peut-être, ou vous avez au moins entendu parler de la ville du Cap, en Afrique du Sud, qui est une très grande ville, très développée, voilà. Et c'est une ville qui a été confrontée, il y a deux ans de ça, à une situation extrêmement dramatique en matière de ressources en eau. Tous les barrages étaient à sec. Les restrictions d'eau dans cette ville étaient absolument effrayantes. C'était quelques dizaines de litres d'eau, je crois que c'était arrivé à 25 ou 30 litres d'eau par jour et par personne. Et je peux vous dire que
beaucoup de quartiers du Cap vivent selon un mode de vie qui est très européen, qui est celui que nous connaissons. Si du jour au lendemain, on vous demandait de consommer en tout et pour tout entre 20 et 30 litres d'eau par jour, mais consommation tout compris, hein, toilettes, consommation eau potable à boire, cuisine, etc. C'est un changement qui est extrêmement brutal dans nos modes de vie. Et ça, vraiment, c'est... Voilà. Donc, il y a aujourd'hui déjà des zones à très forte tension. 40% de la population mondiale sera confrontée à des pénuries d'eau d'ici 2050 dans l'état actuel des choses. 40% de la population. Et 1,7 milliard de personnes vivent déjà dans des bassins fluviaux où la consommation d'eau dépasse la recharge des eaux de surface et des eaux souterraines. Ça, c'est franchement une voie sans issue. Ça veut dire qu'à côté, soit on gère la ressource et son utilisation autrement, soit on met en place des ressources alternatives. Réutilisation des eaux usées, recharge artificielle des nappes, et il y a en tout cas des solutions qui existent d'ailleurs, et qu'il faut savoir transposer et qu'il va falloir mettre en œuvre dans ces situations-là. Donc on voit qu'on est dans des imbrications complètes et des interactions complètes entre le climat, l'occupation du sol, la ressource en eau, la population. Tout ça est un ensemble. Quand l'un bouge, ça a forcément un impact sur les autres. Je rappelle ici cette photo qui vraiment me semble visualiser convenablement ce à quoi nous avons à faire face. Donc on a toute une série d'enjeux devant nous, de nature différente. Évidemment, des enjeux environnementaux. La moitié des grands fleuves et des lacs sont pollués. La moitié des zones humides a disparu depuis le début du XXe siècle. C'est compliqué, la disparition des zones humides, parce que ce sont des endroits où la biodiversité est à son maximum. Quand vous, automatiquement, mécaniquement, je dirais, si vous diminuez les zones humides, vous diminuez la biodiversité. La biodiversité, elle a diminué de manière considérable, près de 50% dans les eaux douces. Les aquifères, aujourd'hui, donc les eaux souterraines, sont de plus en plus surexploitées et polluées. Donc on a, sur le plan environnemental, déjà un certain nombre de choses, de questions auxquelles il va falloir apporter des réponses. Il y a également des enjeux alimentaires. 40% de l'alimentation mondiale est produite par des systèmes d'agriculture irriguée. Cette agriculture irriguée, donc, c'est ce qui représente 70% des prélèvements mondiaux sur la ressource en eau. Il faut aller vers une meilleure maîtrise, une meilleure optimisation de l'utilisation de la ressource disponible. Moi, j'ai des collègues, notamment à l'INRAE aujourd'hui, qui travaillent beaucoup sur, justement, en particulier des systèmes de goutte à goutte très étudiés, très performants, des systèmes d'irrigation en goutte à goutte à partir de réutilisation d'eau usée. Donc toujours cette idée de mettre en place des systèmes qui vont permettre d'économiser la ressource. Juste un point, la question de la réutilisation des eaux usées, c'est quelque chose c'est un élément très fort aujourd'hui dans la problématique des ressources en eau alternatives. Il y a un vrai savoir-faire ici dans la région, il y a beaucoup d'entreprises qui ont développé des technologies, un vrai savoir-faire à ce sujet-là. Et c'est sans doute une voie d'avenir, tout en sachant qu'il y a derrière un certain nombre de contraintes, des contraintes techniques, des contraintes sanitaires, et puis des contraintes sociales. Parce qu'il faut accepter, on ne vous demande pas aujourd'hui encore de boire une eau qui sort des stations d'épuration. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. En revanche, par exemple, ne serait-ce que l'arrosage des espaces verts. On se dit pourquoi arroser les espaces verts avec de l'eau potable? Ça paraît effectivement assez absurde. Donc il faut trouver d'autres solutions. La réutilisation des eaux usées peut en être une. Et il y a peut-être des joueurs de golf dans la salle. Les golfs sont d'énormes consommateurs d'eau. Évidemment, la Fédération française de golf s'est dit si on veut améliorer notre image vis-à-vis du public, il faut qu'on fasse un effort. Et donc vous avez des accords qui sont signés entre les golfs et les municipalités ou les syndicats de gestion de l'eau pour arroser les golfs avec de l'eau issue de la réutilisation d'eau usée. Mais
ils ne sont par exemple autorisés à le faire qu'entre 23 heures et 5 heures du matin, et que lorsque le vent est inférieur à 20 km/h. Parce que sans ça, le risque d'aérosol est trop important. Et donc, il peut y avoir peut-être des problèmes de contamination, puis il y a surtout la réaction du public à l'idée d'être confronté pendant la journée à des aérosols issus d'une eau de réutilisation. Donc voilà, il y a des solutions techniques, mais ces solutions techniques, il va toujours falloir les mettre en face d'un regard, d'une acceptation sociale de ces solutions. C'est logique d'ailleurs, hein, c'est tout à fait compréhensible. Il y a de vrais enjeux sociétaux autour de la ressource en eau. Il y a aujourd'hui, alors les chiffres varient selon que c'est la Banque mondiale, le FMI, l'UNESCO, etc., qui sortent ces chiffres, mais de toute façon, ils sont tous tellement énormes que peu importe, je dirais, vous avez plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'alimentation domestique en eau potable. Plus de 2 milliards de gens sur la planète. Vous avez plus de 2 milliards aussi de personnes qui ne disposent toujours pas d'installations sanitaires de base. L'approvisionnement en eau est un facteur de discrimination dans de nombreuses régions de la planète. Je crois que je l'ai sur une autre diapo. Notamment, par exemple, en Afrique, vous avez... C'est souvent considéré comme presque une image d'Épinal, les images de ces femmes et ces filles qui font beaucoup de chemin pendant la journée avec des bassines d'eau sur la tête. Ce n'est pas une image d'Épinal, ça reste une réalité dans beaucoup de régions. Madame Azoulay, que je citais en début de ma présentation, la directrice générale de l'UNESCO, rappelait le 22 mars de cette année, le 22 mars c'est la journée mondiale de l'eau. Donc chaque année, le directeur général ou la directrice générale de l'UNESCO fait une allocution à ce sujet-là, et elle rappelait cette année que le fait que ce soit les femmes et les filles qui aillent chercher de l'eau, ça prive les filles, et en particulier sur le continent africain, de centaines de millions d'heures pendant lesquelles elles ne vont pas à l'école. Et ça, c'est dramatique. Ça veut dire que vous n'en faites pas des citoyennes capables à un moment donné de se prononcer comme elles le voudraient parce qu'elles n'ont pas reçu l'instruction qu'elles auraient dû avoir. Donc il y a de vrais enjeux sociétaux autour de la question de l'eau. Il y a des enjeux sanitaires. Alors là, je vais me faire tout petit et je vais faire très attention à ce que je dis. L'eau, ça reste un vecteur de maladie extrêmement important. C'est tout le paradoxe de l'eau finalement. Au bout de 3 jours sans eau, vous avez de bonnes chances de perdre la vie. Et par ailleurs, l'eau est aussi quelque chose qui se transforme parfois en vecteur de maladie et en vecteur de mort. Les contaminations chimiques, pesticides, résidus de médicaments, contaminants émergents, etc. On retrouve tout ça dans l'eau. Les maladies infectieuses, virales, bactériennes, parasitaires transmises par l'eau, c'est plus de 3 millions de morts par an, selon l'OMS. Et on imagine facilement, quand on voit par exemple la photo en bas à droite, que l'état écologique des plans d'eau puisse jouer un rôle central dans l'émergence et la multiplication de nombreux vecteurs de maladies. Alors, comme il faut quand même être de temps en temps un peu optimiste, j'ai voulu ici rappeler juste quelque chose sur l'onchocercose. Mon collègue et ami Éric Delaporte rappelait tout à l'heure des années où il était jeune interne. Je vais rappeler moi des années où j'étais jeune chercheur hydrologue et où j'ai eu l'occasion de travailler sur le programme de lutte contre l'onchocercose qui a été mis en place sur toute l'Afrique de l'Ouest et une partie de l'Afrique centrale. Parce qu'il y a aussi des choses qui marchent autour de cet aspect eau et santé. Il y a aussi des choses qui marchent, y compris quand ce sont les grosses machines onusiennes qui, d'une certaine manière, sont un peu à la manœuvre. Et donc, ce grand programme de lutte contre l'onchocercose, il se faisait... vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'un hydrologue intervenait dans un programme de lutte contre l'onchocercose. L'onchocercose, c'est ces filaires que les simili vous injectent quand elles vous piquent. Et bien parce que finalement, le cycle de reproduction de ces simili passe par l'eau. Et que le meilleur moyen qu'on avait trouvé de casser le cycle de reproduction et de développement, c'était de dépandre des larvicides dans les cours d'eau. Et l'hydrologue que je suis et que j'étais a construit comme ça beaucoup de modèles sur quasiment toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale
des modèles de prévision de débit pour que les pilotes d'hélicoptères et de petits avions qui survolaient toute cette zone et qui partaient de leur base le lundi puissent avoir une idée du débit qu'ils trouveraient par exemple le mercredi et le jeudi quand ils allaient passer au-dessus du cours d'eau qui était dans leur mission, de façon à ce qu'ils puissent injecter dans le cours d'eau la dose de larvicide la plus proche possible, ni insuffisante parce que ça générerait des résistances, ni en excès parce que ça aurait tué beaucoup trop de choses et pollué la ressource. Voilà, donc il y a des choses qui marchent et ces approches finalement pluridisciplinaires où chacun amène ses compétences, ça permet d'avancer. Le résultat est là. L'onchocercose est éradiquée et ce programme a duré, je parle peut-être sous le contrôle d'Éric qui doit savoir, mais une bonne trentaine d'années. Et on considère qu'au début des années 2000, on était vraiment sur une phase de contrôle de l'épidémie et on avait regagné du terrain, ce qui a rendu des millions d'hectares à ces populations et ce qui a permis notamment aux enfants de se développer dans ces régions-là, qui sont des régions potentiellement riches parce qu'il y a de l'eau, à l'abri de cette maladie. Il y a aussi des enjeux qui sont des enjeux économiques et financiers. Je ne vais pas les détailler ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment... l'eau, c'est un générateur de catastrophes absolument extraordinaire, avec des besoins de financement qui sont colossaux, et c'est ce que disait M. Matsour. Et puis il y a énormément aussi de tensions politiques, géopolitiques qui se créent autour de l'eau. Il y a 300 rivières transfrontalières qui, d'après aujourd'hui les Nations Unies, constituent des zones de tension pouvant conduire véritablement à des conflits. Et un exemple qui est absolument, qui démontre très bien cette chose-là, c'est la construction du barrage dit de la Renaissance éthiopienne en Éthiopie sur le Nil bleu. Et je peux vous dire que ça n'a pas beaucoup plu aux Égyptiens, parce que les Égyptiens, leur seule ressource en eau, c'est le Nil. Autrement dit, si quelqu'un, il y a un équilibre qui avait été trouvé jusqu'à présent, il y a le barrage d'Assouan, etc., il y a des lâchers d'eau. Mais si quelqu'un s'amuse à retenir de l'eau en amont, ça va sans doute avoir un impact sur le remplissage du barrage d'Assouan. Et ça va donc sans doute avoir un impact en aval du barrage sur les périmètres irrigués, etc. Et la situation est assez crispée aujourd'hui dans cette région du monde. Alors en ce moment, l'Éthiopie a d'autres soucis parce qu'il y a la révolte tigréenne qui progresse à grands pas. Mais malgré tout, on est vraiment dans une zone d'extrême tension. L'Égypte a mis en garde l'Éthiopie sur des agissements potentiels autour de ce barrage. Donc il y a vraiment des zones de tension qui peuvent être très fortes. Et puis il y a parfois aussi des choses qui marchent très bien. On dit souvent que l'Afrique est un continent finalement où les tensions, les conflits sont permanents. Puis il y a aussi des fois où l'Afrique peut montrer l'exemple. Et juste ici sur l'exemple, c'est la figure du bas, c'est le fleuve Niger. Le fleuve Niger, il y a 9 pays autour du fleuve Niger. Eh bien, plutôt que d'être en tension, de se battre autour de la ressource, on a créé l'ABN, qui est l'autorité du bassin du Niger, qui permet de mettre les gouvernements autour de la table pour discuter de la gestion de cette ressource et éviter donc trop de tensions, trop de conflits. Et ça marche plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours tous d'accord, mais globalement, ça marche plutôt pas mal. Et on est quand même dans une région là où la ressource est extrêmement rare. Donc il faut faire très attention quand on manipule ces concepts-là. Et bien, vous voyez, de temps en temps, ça marche aussi. Alors juste un point, je vais passer très vite, parce que je ne sais plus jusqu'à quelle heure j'ai la parole. Un point qui me semble important, parce que globalement, les grandes métropoles, et en particulier les grandes métropoles africaines, j'ai 10 minutes, d'accord. Les grandes métropoles africaines, c'est quelque chose qui est... j'évoquais tout à l'heure cette tendance de fond de nos sociétés à s'urbaniser. Et donc on voit, en haut c'est Abidjan, le quartier du plateau, très moderne. En bas c'est Cape Town, c'est des quartiers de Cape Town, donc avec la montagne de la Table et le rocher du Lion.
on a une vraie Afrique urbaine. On a une Afrique rurale, celle à laquelle finalement on pense souvent, mais il y a une vraie Afrique urbaine. Et cette Afrique urbaine, c'est l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, la population urbaine dépasse déjà la population rurale en Afrique de l'Ouest. Et elle représentera les 2/3 en 2050. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, j'avais évoqué le fait qu'on aurait 70% de la population mondiale qui serait une population urbaine en 2050. Donc l'Afrique, qu'on imagine très rurale, elle est exactement dans la même tendance. La croissance démographique en Afrique fait que la demande en eau aura triplé en 25 ans, sur la période 2005-2030. Triplement de la demande en eau. Et puis vous avez des demandes qui sont des demandes spécifiques des villes. Parce que qui dit ville dit croissance de l'activité économique. Et puis, quand vous avez le développement de ces pays africains, vous avez le développement d'une classe moyenne. Et les classes moyennes aspirent à des niveaux de vie plus élevés, plus confortables. Et donc c'est une classe qui va être, elle aussi, mécaniquement, beaucoup plus consommatrice d'eau que précédemment. Donc ça, ce sont vraiment des enjeux qui sont liés à l'urbanisation, et en particulier dans un continent qui était encore il y a peu un continent très rural et qui s'urbanise à très grande vitesse. Ici, vous avez une carte de ces grandes métropoles africaines. Alors vous voyez qu'il y en a qui sont particulièrement, j'allais dire monstrueuses, mais oui, parce qu'il ne faut pas imaginer en plus que ce développement urbain, c'est un développement urbain au sens où on le connaît. Nous, en Europe, en Amérique du Nord, avec malgré tout un urbanisme contrôlé, vérifié, policé, etc. Même si il y a parfois des quartiers dans lesquels la croissance n'est pas toujours bien maîtrisée, malgré tout, on arrive à peu près à suivre ce qui se passe. Dans ces immenses métropoles africaines, vous avez une anarchie de développement qui est absolument considérable. Et vous avez des gens qui viennent s'entasser en ville, souvent pour de mauvaises raisons. Le changement climatique, dans certains pays, le terrorisme, et donc ce n'est absolument pas contrôlé. Une ville comme Lagos, par exemple, au Nigeria, a un développement énorme, anarchique, et ça promet d'être... Enfin, moi, je considère que c'est une bombe à retardement pour les années qui viennent. Donc il y a de vrais enjeux autour de cette question-là, donc avec... vous voyez, alors ce que vous avez en haut, c'est un réseau d'assainissement. Et donc vous voyez que là, il y a des enjeux, il y a du travail, il y a des choses à faire, il y a de l'éducation, parce que quand vous avez ce type de réseau d'assainissement, automatiquement derrière, vous avez des problèmes de santé, vous avez des eaux stagnantes, vous avez de l'eau qui va se réinfiltrer, et c'est de l'eau polluée. Et cette eau qui va se réinfiltrer, elle va venir polluer l'eau que les gens exploitent. Et donc il y a une sorte d'auto-contamination. Donc ça pose de vrais problèmes. Et derrière ça, en plus, il faut savoir que dans certains cas, vous avez une sécheresse qui vient raréfier la ressource, vous avez cette augmentation démographique, donc il y a vraiment de terribles problèmes. C'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer parce que, et on le sait ici, je veux dire, la question de l'eau dans nos pays est une question qui est déjà une question complexe. Il y a déjà un grand nombre d'acteurs. Quand vous transposez ce schéma dans des pays qui sont parfois moins structurés, eh bien, ça rajoute un niveau de difficulté qui est complexe parce que le pays est peut-être structuré, difficilement structuré, mais vous avez au moins autant d'acteurs qui interviennent à différents niveaux, et donc ça reste des questions qui sont des questions très difficiles. Si vous rajoutez à tout ça le changement climatique, voilà, vous avez plus 1 degré, c'est moins 20% de ressources en eau pour 7% de la population mondiale. Voilà, il faut avoir ça à l'esprit. Vous avez l'accélération de la fonte des glaces, une montée des eaux, ça va créer d'autres problèmes. Vous avez 90% des catastrophes majeures qui sont déjà liées au dérèglement climatique, et donc en particulier les inondations. On est dans une région où on connaît bien ces problèmes d'événements extrêmes et leurs conséquences parfois absolument tragiques que ça peut entraîner. Vous avez
un impact direct sur l'économie. Hein. La rareté de l'eau, la seule rareté de l'eau dans certaines régions, ça pourrait dégrader le PIB d'à peu près 6%, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Et puis vous avez un grand nombre de gens qui vont être contraints à des migrations. Alors, je suis désolé parce que sur cette carte, en fait, c'est l'Afrique subsaharienne. On n'est pas uniquement sur l'Afrique subsaharienne, on est aussi sur de l'Afrique équatoriale. Mais vous avez toute cette zone ici, là, où vous allez avoir un très grand nombre de gens qui vont être chassés et contraints de se déplacer dans leur propre pays. Des migrations internes au pays. Donc vous rajoutez tout ça, et finalement la seule chose à dire, c'est stop, il faut qu'on trouve des solutions et des moyens d'action. Alors, les Nations Unies ont réfléchi à ça, elles se sont penchées sur les enjeux de l'eau en particulier, donc les trajectoires de développement, ont placé les populations, vous rajoutez à ça les contraintes climatiques, les trajectoires de développement ont placé des populations et des secteurs d'activité entiers dans des situations d'extrême vulnérabilité. Et donc, il faut essayer de réduire cette vulnérabilité. Là, ce sont des chiffres que je vous ai déjà présentés, mais qui soulignent effectivement la nécessité d'avoir ça présent dans les urgences mondiales. Et vous savez qu'on a mis en place des objectifs de développement durable. Alors, ce sont parfois, on considère que c'est la machinerie onusienne, que c'est lourd. Je suis aujourd'hui assez mal placé pour la critiquer, puisque j'ai l'honneur de diriger un centre de l'UNESCO, mais c'est vrai que parfois c'est lourd, mais c'est vrai aussi que parfois ça permet de faire prendre conscience, de mettre les gens autour de la table, de faire en sorte qu'ils parlent entre eux, et à ma connaissance, c'est encore parler, c'est encore la meilleure façon de trouver des solutions. Donc, parmi les ODD, il y en a un, c'est le 6, c'est eau propre et assainissement. Donc celui-là, les hydrologues, comme moi, on le connaît par cœur. On sait tout ce qu'il y a dedans, et on sait quels sont les axes sur lesquels il faut agir, parce que, là aussi, ce que j'évoquais, de grandes difficultés existent, et en particulier dans ce qui concerne cet aspect-là, qui est l'aspect qui est directement lié finalement aux problématiques de santé. 4 milliards sans installation sanitaire, si on compte l'installation sanitaire de bas niveau et l'absence totale de l'installation sanitaire. Vous avez presque 700 millions d'individus qui défèquent en plein air. Donc derrière les problématiques de pollution, etc. Vous avez au moins 2 milliards de personnes qui boivent de l'eau qui provient d'une source contaminée par des matières fécales. Et vous avez 3 milliards d'humains qui ne peuvent pas simplement se laver les mains. Ça nous semble être un geste de base. Vous avez sur cette planète 3 milliards de gens qui ne peuvent pas se laver les mains. Et donc derrière, vous avez aussi des problèmes d'autocontamination à différents niveaux. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont visées par cet objectif numéro 6, eau propre et assainissement. Alors des choses qui peuvent apparaître parfois comme des vœux pieux, mais je pense que de temps en temps, même si les choses apparaissent comme des vœux pieux, les avoir écrits quelque part, être capable de les lire de temps en temps, être capable de rappeler aux gens que ça existe, c'est jamais du temps perdu. Donc je pense que c'est nécessaire. Ça, je vais passer dessus parce que je suis un peu en retard. L'eau, alors l'eau, il y a l'ODD numéro 6, mais l'eau est aussi présente évidemment dans d'autres objectifs de développement durable. La sécurité alimentaire, l'agriculture, les problématiques de santé, l'énergie. Il ne faut pas oublier que l'eau est un vecteur direct ou indirect de production d'énergie. Le climat, bien évidemment. Les villes durables. Et puis tout ce qui relève des catastrophes. Alors, pour arriver à quelques éléments de conclusion, j'insistais au début sur le fait que l'eau est un élément qui est complètement transversal. Ça, finalement, c'est à la fois, je dirais, notre force et notre faiblesse. Je l'évoquais tout à l'heure comme faiblesse par le fait que nous ne sommes pas une discipline académique en tant que telle. Dans le domaine de l'eau, vous allez avoir des hydrologues comme moi. À la base, moi, je suis un numéricien, je faisais des modèles mathématiques, voilà. Je viens plutôt du monde de la physique. Mais vous avez aussi des anthropologues, des sociologues, des économistes, des médecins, des biochimistes, des biologistes, des microbiologistes, des pharmaciens. Voilà. Donc on a cette transversalité. Et pour le coup, ça nous permet, et c'est en particulier ce qu'on fait ici à Montpellier, dans le cadre du centre UNESCO qui existe depuis le mois de février, la force de notre communauté ici à Montpellier, c'est cette plurie et cette interdisciplinarité. C'est-à-dire que lorsque le centre UNESCO
met en avant une thématique ou essaye d'orienter des projets de recherche, c'est toujours sous l'angle de la pluri- et l'interdisciplinarité, parce que finalement les questionnements des uns viennent bouleverser les questionnements disciplinaires des autres et réciproquement, et qu'ensemble, on arrive finalement à aborder le problème dans sa globalité. Et il y a, je ne pense que comme ça, en tout cas dans ces domaines liés à l'environnement, qu'on arrive à trouver des solutions parce qu'il faut intégrer l'ensemble des questionnements pour essayer de trouver la solution la plus adaptée possible. Donc c'est parfois une faiblesse, mais c'est parfois une force parce que ça oblige à raisonner globalement et à plusieurs, c'est très intégrateur. Et donc, finalement, ça met en avant des sujets qui sont des sujets clés, en particulier dans les pays en développement. La place des femmes, je l'évoquais tout à l'heure, à travers ces millions d'heures qui manquent, ces centaines de millions d'heures qui manquent aux filles à l'école. La participation des populations, ça nécessite parfois des prises de décision qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se concevoir sans la participation et l'accord des populations. On ne va pas mettre en place des solutions qui concernent quelque chose qui est vital sans l'accord des populations. La bonne gouvernance, je renvoie à ce que disait M. Matsuura, un problème de gouvernance. Il est temps de se pencher sur de vraies questions de gouvernance en matière d'eau et de ressources en eau. L'amélioration de la santé, c'est évident. L'impact du développement sur l'environnement, la prévention des conflits, des flux migratoires, tout ça sont vraiment des sujets qui sont des sujets clés et qui sont directement liés à l'eau. J'ai presque terminé. Ces enjeux font de la question de l'eau aujourd'hui, quand on y réfléchit bien, finalement, un des éléments centraux des grands courants qui structurent notre civilisation. Parce que si vous interrogez la question de la démocratisation, eh bien, tout ce que je disais, par exemple, sur la place des femmes ou sur des approches participatives, on est bien sur des problématiques de démocratisation. L'organisation de la société civile. L'eau, c'est un des premiers éléments à maîtriser quand on est dans un processus de développement. Et on le voit aussi à travers les siècles, quand on étudie ça, c'est un élément qui a structuré nos sociétés et leur mode de développement. Le développement durable, évidemment. La lutte contre la pauvreté. Chacun doit pouvoir, à un moment donné, quelle que soit sa condition, avoir accès à l'eau. Et c'est évidemment, là aussi, une réflexion plus globale sur la question des biens mondiaux et de leur utilisation. On va donc privilégier des approches qui sont des approches intégrées, interdisciplinaires et participatives pour tout ce qui relève de la gestion de l'eau et des zones humides. C'est absolument indispensable si on veut espérer atteindre les objectifs qui ont été fixés. Ceci dit en passant, on est déjà dans quasiment tous les domaines très en retard. Le chronogramme qui avait été fixé dans le cadre des ODD était, je pense, un peu irréaliste, mais parfois c'est bien aussi de mettre des contraintes aux gens pour les aider à aller plus vite. Et je crois que ce qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit, c'est qu'on doit considérer les compromis. Quand on fait de la gestion intégrée, on développe une culture de compromis. Et ça, c'est absolument indispensable. C'est incontournable. Le compromis, c'est pas l'abandon, c'est pas la compromission. Le compromis, c'est nécessaire, c'est intelligent. Et on ne peut pas faire autrement, dans le cas de la ressource en eau, que de travailler sur cette culture du compromis. Et enfin, et je terminerai là-dessus, si moi je me place en tant que scientifique, finalement, c'est très encourageant parce que on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail devant nous, c'est très stimulant. On a besoin de développer des connaissances, des compétences, des démarches et des outils pour atteindre ces compromis qui sont nécessaires dans le cadre d'une gestion intégrée de la ressource, pour essayer d'optimiser des choix de trajectoire de développement, et puis pour aller vers une politique de réduction de la vulnérabilité des risques qui sont liés à l'eau. Je vous remercie.